culture également. Parmi nous, également, Monsieur Nassim Lounès, bonsoir à vous. Alors vous êtes par contre chef d'entreprise et vous êtes directeur de la publication Intic. Donc on se rappelle de cette publication qui a été la première publication gratuite en Algérie d'ailleurs. On va en parler dans un moment. Et parmi nous également, Madame Siha Benatiya, bonsoir à vous. Alors vous êtes fondatrice de l'école de formation professionnelle Milestone Institute et c'est avec vous donc qu'on va commencer. Alors bonsoir à vous, bienvenue à vous dans cette émission. Alors Madame Benatiya, comme je disais, alors votre étabbissement créé récemment justement est le pur produit de toutes ces activités en fait d'incubation de start-up en Algérie. Quelles ont été les motivations du choix de revenir en Algérie et d'installer votre start-up? Alors, déjà, le mot start-up, je ne l'aime pas trop pour mon projet, je vous avoue. Donc, c'est plutôt une école de formation professionnelle comme il existerait beaucoup, au fait, déjà en Algérie et même à l'étranger. Alors, on va dire que start-up, ça commence petit. Vous vouliez commencer peut-être très grand, pourquoi pas? Peut-être. Et puis, en fait, la particularité, c'est qu'on est spécialisé dans le secteur du bâtiment. Donc, les motivations, elles sont nombreuses. Déjà, il faudrait que je parle déjà de mon parcours professionnel qui a commencé après l'obtention d'un diplôme d'architecture ici à l'EPO en 2002. Et puis j'ai travaillé pendant 2 ans dans des bureaux d'architecture. J'ai vite été frustrée par le trait que je dessinais, que je ne comprenais pas et je voulais aller voir ça sur le chantier, donc dans les sites de production. Pour cela, j'ai traversé la Méditerranée et j'ai été embauchée chez Vinci Construction France, donc en tant qu'ingénieur travaux sur les chantiers pendant 5 ans. Ça a été une expérience très très enrichissante parce qu'on pouvait justement voir la production et du coup prendre du recul après. Et surtout, quand on est dans des sociétés pareilles, et ce sont généralement des sociétés cosmopolites, et l'échange en fait compte des cultures, des façons de voir, des points de vue, est très fructif, j'ai envie de dire. Oui, certes, j'ai été très très bien accueillie. J'étais l'une des premières étrangères et l'une des premières filles sur le chantier. Donc cet échange culturel, je l'ai vraiment vu parce que c'est vrai que les personnes, même s'ils étaient européens ou d'origine maghrébine mais installés en France, n'avaient pas l'habitude de voir des filles sur le chantier et encore moins dans des postes de gestion et de management. Donc ça a été un long parcours, mais j'ai été très vite acceptée parce que j'ai voulu apprendre énormément et ils m'ont beaucoup transmis. Voilà. Alors vous êtes de retour et vous avez donc installé votre institut de formation et là on propose justement à nos téléspectateurs de découvrir un petit aperçu de votre institut. On se retrouve juste après. Le BIM est un processus qui se met en place dans tous les pays développés. Ce processus permet aux maîtres d'ouvrage de maîtriser leur budget dès le départ et en vérifiant l'adéquation de leur programme par rapport donc aux propositions que font les maîtres d'œuvre. Quant à la maîtrise d'œuvre, ça lui permet de travailler en toute collaboration avec les différentes spécialités qu'elle comporte pour s'assurer que le modèle proposé est un modèle qui est en parfaite adéquation avec, bien évidemment, la mise en œuvre qui est attendue pour cet ouvrage. Enfin, côté entreprise, l'avantage du BIM, c'est que ça leur permettra en quelque sorte d'anticiper toutes les problématiques liées aux interfaces entre les corps d'État et de mettre en place des solutions viables pour pouvoir réaliser l'ouvrage.
Voilà, donc je comprends mieux maintenant pourquoi vous n'aimez pas le mot start-up. En voyant ces images, donc en voyant le beau monde que vous recevez, que vous formez aussi. Alors là, vous êtes donc voilà, alors vous êtes de retour depuis 2 ans déjà. Et vous avez lancé votre expérience, vous avez lancé, donc vous vous êtes lancé dans l'aventure. Alors parlez-nous un petit peu de cette expérience. Alors déjà le retour en Algérie, c'est une décision collégiale qu'on a prise avec mon mari. Pour ma part, c'était plus pour des raisons personnelles et c'était limité dans le temps. Donc on devait juste faire une expérience, profiter un peu de la famille et reprendre un parcours professionnel qui était déjà bien lancé en France. En arrivant ici, j'ai commencé à travailler sur des projets importants algériens et ça a été une super expérience d'échange avec les personnes parce que j'ai managé des équipes qui étaient très très motivées et très ouverte sur ce que je pouvais leur apporter. Et ça m'a emmené vers une envie au fait de transmettre l'humble expérience que j'avais. En parallèle, j'ai eu aussi l'expérience de mener des formations en management de projet dans des écoles de commerce, ce qui m'avait plu, mais au bout de 2 sessions, je me suis aussi rendu compte que un acteur de l'acte de construire ne pouvait pas transposer ses formations et ses informations plutôt sur un projet de bâtiment. Donc j'ai commencé à chercher une école de formation qui délivrait des formations de management de projet de bâtiment. J'en ai pas trouvé, heureusement ou malheureusement. Et cette recherche-là m'a emmené, et ces 2 expériences en parallèle m'ont emmené à prendre 2 décisions majeures. Donc la première, c'était de me former moi-même sur le côté ingénierie de la formation, qui est un monde très très vaste et très passionnant. Et la deuxième, c'est de monter cette école de formation. Voilà. Alors messieurs, dites-nous quelle appréciation faites-vous de cette floraison des startups en Algérie depuis déjà un moment, et puis ce retour en fait compte des personnes qui ont choisi de partir, et là en fait compte elles reviennent pour partager leurs expériences ici avec la société algérienne. Voilà, comme c'est peut-être par vous, Monsieur Bacha. C'est vrai qu'il y a un engouement pour ce type de formation. Donc il faut voir que s'il y a cet engouement, c'est qu'il y a un besoin. Ces gens qui sortent des écoles et qui se retrouvent un jour confrontés à des problèmes directement liés à leur activité, c'est bien qu'ils puissent trouver des solutions à travers ces écoles. Et en ce qui concerne justement les gens qui reviennent, effectivement, il y a cette possibilité qui s'offre aux Algériens qui ont acquis une certaine formation, même à l'étranger, et qui veulent la transmettre et la développer à leur niveau. C'est ce qui est formidable dans cette capacité qu'a l'Algérien à aller et revenir d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Et s'adapter, se réadapter aussi facilement. Une grande capacité d'adaptation. On sent que c'est un pays qui est très ouvert, qui est facilement... on s'adapte très facilement. Monsieur Tidjani? Mon constat il va être un petit peu plus mitigé. Je pense que pour l'instant c'est une ruée vers l'or. J'attends de voir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un peu le mot-clé, le mot magique start-up. Pour moi, ça fait écho aussi à une tendance chez nous, les Algériens, ce qui est vraiment de vouloir toujours être mouled d'âge, être son propre patron. Et pour moi aussi, peut-être que c'est le reflet justement d'une problématique ici, qui est que c'est très dur d'être un employé. Et je pense que ce phénomène des start-up, il est à encourager. Mais il faudrait aussi, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'aventurent dans cette voie, et tout le monde n'est pas entrepreneur. Et moi, je vois en ce moment, beaucoup d'événements autour de l'entrepreneuriat et tout. Il y a des gens comme vous, madame, qui sont compétents et qui ont déjà un long parcours. Mais il y en a d'autres qui se lancent un petit peu dans l'entrepreneuriat avec ce mot start-up qui vraiment... Mot magique. Voilà, qui fait rêver. Voilà, il y a toute une mythologie autour. Donc, à voir, Inch'Allah. Pourquoi pas. Monsieur Lounès? Oui, je rejoins ce qu'a dit M. Tidjani, dans le sens où, aujourd'hui, moi, je juge qu'il y a plus d'événements que de start-up qui réussissent. D'événements sur l'entrepreneuriat et sur le monde des start-up. C'est vrai que le premier attrait de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est, surtout dans le domaine technologique, c'est les barrières à l'entrée. Donc il n'y a pas de barrière à l'entrée, il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, des idées et commencer à développer un projet, une application ou autre, ou un site web, etc. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'engouement, les écoles, les universités sont en train de
pousser les étudiants à entreprendre. C'est une très très bonne chose parce que même si c'est des personnes qui ne réussissent pas en entrepreneuriat, ils peuvent être intrapreneurs dans des entreprises pour porter des projets, etc. Par contre, le marché aujourd'hui, malheureusement, avec la crise, mais aussi la taille de notre marché, n'est pas assez importante pour absorber tout ce beau monde. Donc, première idée, c'est de se lancer à l'international. Nos voisins marocains, tunisiens commencent à le faire. Déjà, rien qu'avoir le nom des startups au Maroc, en Tunisie, c'est des noms vraiment internationaux. Donc, c'est des personnes qui se projettent directement dans l'exportation. Contrairement aux nôtres où on met toujours le DZ avant le début de la dénomination d'entreprise ou Algérie quelque part. Donc, il faut sortir. C'est très identitaire. Exactement. Il faut sortir de cette vision-là interne pour couvrir le marché interne, mais aller voir ce qui se passe à l'international. Ça pourrait être vraiment une bonne source d'exportation pour diversifier nos revenus. Alors, Monsieur Bacha, je reviens à vous. Alors, vous avez sillonné l'Algérie des hautes montagnes de la Kabylie jusqu'au cime de l'Atakor. Et au fait, vous avez un petit peu ce lien très attaché, très dur en fait compte avec l'art, avec le patrimoine. Pourtant, vous venez d'un monde complètement différent. Vous êtes vétérinaire de formation. Alors, parlez-nous un petit peu de cet attachement à cet art, de cet attachement à ce patrimoine et surtout à vouloir toujours faire la promotion de l'identité à travers vos réalisations. Moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Ma mère était céramiste, mon père est dentiste et l'art de la chirurgie dentaire n'est pas est très présent dans les activités des dentistes, ce qui fait que tout au long de mon enfance, notre cuisine se transformait en atelier et les amis de mes parents étaient tous pratiquement dans le monde artistique, donc ça s'est fait naturellement pour moi. Et mes études de vétérinaire, je les ai accomplies parce que je voulais être vétérinaire également. Par contre, il y avait toujours cette possibilité pour moi qui s'offrait d'aller vers la reprise de l'activité de céramique. Là, on est en train de voir quelques images dans votre atelier. Voilà. Et effectivement, ça s'est fait naturellement. Et à travers justement toute cette richesse que nous avons de notre patrimoine, moi, il m'était important de faire découvrir aux gens parce que l'Algérie est riche sur le plan culturel et chacun peut apporter l'image de ce qu'il fait, de ce qu'il peut apporter dans la vie de tous les jours. Et il suffit de sillonner juste une petite région d'Algérie, on a des appellations qui sont différentes, on a des objets usuels qui sont différents d'un village à un autre. Ce qui fait une grande diversité culturelle. Voilà, c'est très riche. Et à partir de là, moi j'ai été dans le désert découvrir une population merveilleuse. En Kabylie, c'est ma région d'origine, donc que je connais un peu mieux. À chaque fois, le monde du conte, le monde de l'artisanat, c'est des mondes à part. Et à nous d'extraire un peu ce qui nous représente, ce qui nous identifie, et de le montrer à ceux qui ne connaissent pas notre riche patrimoine. Un petit clin d'œil ce soir pour votre tante, Zahra, qui elle-même, elle est passionnée de patrimoine et d'art. Oui, c'est toute la famille qui a été piquée par ce virus de la céramique. En fait. Et ce qui fait que dans la maison, chacun met la main à la pâte. Alors, Monsieur Lounas, je reviens à vous. Alors, donc vous, tout se conjugue autant du high-tech et de la technologie. Alors, comme je le disais au début de l'émission, donc vous étiez le premier initiateur de cette revue Inti qui est une revue gratuite. Alors, ma question pour vous, ce que vous disiez aussi vous-même, qu'il faut voir un petit peu grand, il faut voir sur le plan international, et justement, comment on peut se frayer un chemin, comment on peut avoir une place au milieu donc, de ce marché qui est plein de mastodontes, en fait, compte, du net et de la technologie. Déjà, par rapport à mon parcours, moi, j'ai fait des études de banque à la base. Donc, ici à Alger, j'ai travaillé aussi ici en Algérie pendant 3 ans.
Et au bout de 3 ans d'expérience, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour vous, voilà. 8 heures au bureau, je faisais de l'analyse financière, faire des calculs sur la santé financière des entreprises, c'était pas mon milieu. Donc je me suis orienté justement, naturellement, vers la France, par rapport à la maîtrise de la langue et aussi à la proximité. Donc je me suis inscrit dans une université pour étudier quelque chose qui est un peu différente par rapport à ce qui se faisait à l'époque ici, c'est le marketing de l'innovation. À l'époque, il n'y avait pas de web marketing, il n'y avait pas le mot digital en 2003, n'existait pas. Oui. Donc je me suis inscrit à une université à Paris, donc j'ai fait des études dans le marketing de l'innovation. Et en deuxième année de master, il y a le début vraiment du marketing digital, donc je me suis intéressé à ce domaine-là, je me suis documenté, j'ai décroché un premier stage dans une grande multinationale d'assurance et c'est là où j'ai commencé à pratiquer vraiment les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing digital. Et c'est à partir de là que je me suis dit, là il y a quelque chose, il faut que je rentre au pays pour faire quelque chose dans ce domaine-là parce que je me suis renseigné, j'ai fait ma petite étude de marché, il y avait déjà des entreprises qui sont installées dans la production audiovisuelle, dans la communication dite classique, donc print, etc. Donc je me suis dit, c'est ça l'avenir. Donc je me suis installé, réinstallé. D'autant plus qu'à ces années-là, le marché algérien était vierge dans le domaine de il y avait aussi à l'époque de l'Internet. Exactement. En 2006, c'était le boom des opérateurs de téléphonie mobile et des constructeurs de téléphones. Donc c'était un marché qui était très très dynamique. Donc je me suis dit, c'est maintenant, ce qu'on appelle le time to market, c'est vraiment le moment d'attaquer ce marché-là. Donc je suis rentré après donc, un stage, une petite expérience chez cette même entreprise-là. On s'était rencontrés en 2006 justement au lancement de Intic et c'était donc Intic c'était une passion, donc vulgariser les nouvelles technologies à travers une revue qui est devenue après un support numérique, un site web, une application mobile, une page Facebook, etc. Mais elle a bien grandi depuis. Bien évolué. Exactement. Là, on est à notre 12e année d'édition et en parallèle on a développé une agence de conseil en marketing digital qui était la première en Algérie et qui a accompagner les grands groupes, les grandes entreprises ici en Algérie dans leur communication sur le web d'abord, jusqu'à l'apparition de Facebook, le développement de Facebook. Aujourd'hui, on confond vraiment communication digitale et communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que l'opportunité est venue, on a profité de ce boom-là, on a investi sur la ressource humaine, on a formé. Donc il y avait à l'époque, il n'y avait pas de web designer, il n'y avait pas de spécialiste de référencement, il n'y avait pas de community manager. Le premier community manager en Algérie, c'est moi qui l'ai formé. Donc j'ai d'abord commencé moi-même à le faire. Et après, on s'est renseigné comment ça fonctionnait, etc. Aujourd'hui, avec le développement et l'explosion de l'utilisation d'Internet en Algérie, la moitié de la population algérienne est connectée à Internet régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Ce qui fait qu'il y a un besoin énorme, il y a un marché énorme que les marques ont investi et aujourd'hui, vous croisez sur Facebook, c'est votre fil d'actualité, énormément de formations qui initient les personnes à l'utilisation des réseaux sociaux à des fins commerciales, business, etc. C'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé, ce genre de formation. Exactement. Donc ça a commencé il y a 12 ans. Aujourd'hui, ça s'est vraiment développé, démocratisé et c'est vrai que cette partie-là du digital, parce que c'est ce que j'appelle moi la partie visible de l'iceberg et ce qui est visible, donc ce qui est plus ou moins accessible au grand public, et une autre partie qui est invisible, c'est ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises, c'est-à-dire comment une entreprise peut profiter pleinement des nouvelles technologies pour améliorer au quotidien d'abord sa productivité. Alors on pourra revenir sur cette question-là juste dans un petit moment. Là, en ce moment, je vous propose de découvrir ce reportage. Donc c'est un événement qui s'est déroulé au niveau de l'Opéra d'Alger à l'occasion donc de la cérémonie de remise de distinction Wissam Al-Alam Al-Jazairi. Et c'est Dr Lakhal qui en a bénéficié. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve juste après. Pour cette édition 2018, c'est le docteur Jamal Lakhal, docteur en mécanique des fluides, qui a décroché la médaille du scientifique algérien, une distinction prestigieuse créée par la fondation Wissam Al-Alam Al-Jazairi. Une distinction qui couronne son parcours en recherche scientifique, grâce auquel il a développé son propre logiciel appelé Transat, avec son propre code CFD pour les flux industriels. Ce sont les scientifiques qui peuvent apporter des solutions économiques à leur pays. On atteste les projets réalisés par le docteur Lakhal, qui touchent à plusieurs secteurs, à l'instar de l'environnement, les ressources en eau, l'énergie. Donc les scientifiques de la trempe du docteur Lakhal peuvent être le moteur et les précurseurs de l'essor de l'économie du pays.
Après 4 ans de recherche sur la modélisation de la turbulence à l'université de Karlsruhe et de Berlin en Allemagne, le scientifique rejoint plusieurs universités prestigieuses telles que l'ENS de Paris, le MIT de Cambridge aux USA, avant de devenir maître de conférence à l'université de Zurich. Je suis honoré tout d'abord d'avoir été choisi, puis d'avoir décroché ce prix prestigieux. À cette occasion, je dois remercier tous ceux qui m'ont soutenu, et ce depuis le début de ma carrière, en l'occurrence mon pays qui m'a toujours aidé et permis d'accéder à une éducation de qualité. Ensuite, mes parents. Et je vais vous faire un aveu, si on m'avait honoré dans un autre pays, je n'aurais pas eu la même émotion que ce que je ressens aujourd'hui en Algérie. Une seconde cérémonie est prévue en l'honneur du docteur Jamal Lekhal mardi prochain. Ce sera à Batna, sa ville natale. Voilà, donc c'était un reportage fait par notre collègue Karim Haïfa. Alors récemment à Tours, il y a eu la pose de la première pierre donc de la construction du centre de l'association RPCM qui est donc Rassemblement, Partage, Culture et Méditerranée. C'est une association qui existe depuis déjà 2007. Donc là, elle va avoir son centre pour faire mieux donc la promotion de ces activités. Donc c'est une association qui est donc dans la promotion de la culture méditerranéenne. Alors madame, messieurs, quel est votre regard justement par rapport au mouvement associatif, surtout qui est implanté à l'étranger pour faire justement la promotion de la culture algérienne? On va commencer peut-être par vous, madame. De manière générale, en fait, toutes les actions qui vont vers un objectif, on va dire, fertile pour l'Algérie sont les bienvenues. Maintenant, il faut voir justement comment elles sont mises en œuvre et qu'il faudrait que ça soit justement mené également par des équipes locales parce que c'est elles qui ont aussi cette vue. Le patrimoine, il a une dimension sociale également. Il faudrait que ça soit pris en charge. Voilà. Alors, monsieur Tidjani, même si vous êtes dans l'écologie, vous travaillez comme en étroite collaboration avec les associations. Et puis l'écologie et le patrimoine, ça va de soi, n'est-ce pas? Je serais même un peu choqué par le même, parce que justement parce que je suis dans ce domaine, j'ai vraiment un lien très intime avec le terrain. Écoutez, le milieu associatif, oui, il y a vraiment des choses qui se font sur le terrain et tout. Mais aujourd'hui, pour l'instant, ce qui me dérange, je dis ça vraiment parce que j'aime. Oui. Donc, qui aime bien châtie bien, mais mais de toute façon, ça peut toujours apporter un regard pour mieux faire, pour mieux apporter sa touche effectivement. Aujourd'hui, je trouve que le milieu associatif en général et en particulier en Algérie et dans le domaine qui m'intéresse, on fait beaucoup plus d'événementiel que d'actions durables. Agir, c'est bien, faire la promotion, c'est bien, parler, sensibiliser, faire des actions symboliques, c'est excellent, c'est bien pour semer des graines. Mais une fois qu'on a semé une graine, je pense qu'il est vraiment utile d'arroser cette graine et de veiller à ce qu'elle grandisse, elle devienne un arbre et pourquoi pas une forêt. Alors, monsieur Bacha, vous qui êtes dans le patrimoine? Dans le patrimoine, on revient toujours à cette richesse qui est, on a une histoire commune. On a une histoire commune, les deux rives de la Méditerranée. Donc chacun doit essayer de promouvoir sa propre partie à travers des associations qui sont effectivement dans le domaine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans l'événementiel, mais malheureusement, sur le plan effectif, on les voit moins souvent partager, mais on a quand même des associations qui font des choses. On parlait tout à l'heure hors antenne, on parlait de certaines associations qui sont sur le terrain et qui font beaucoup de choses avec peu de moyens. Parce que des fois, on met toujours l'accent sur les moyens. Et c'est la bonne volonté des membres de ces associations qui peuvent être producteurs de choses très positives. Effectivement. Alors là, permettre la gageure même d'une certaine sincérité. Voilà. Parce que la plupart du temps, les projets où il y a le moins d'argent, c'est là où on va trouver justement les gens les plus impliqués. Oui, un meilleur impact. Ils se sentent plus impliqués. Ils se sentent plus impliqués parce que, en plus, quand on a affaire à des locaux,
ils sont fiers de montrer ce qu'ils possèdent et ce que les gens n'ont pas vu, tout en étant dans une situation où ils n'attendent rien en fait. Quand ils n'attendent rien, c'est là où ils développent. Mais comme on parle de diaspora aussi, la diaspora a le même sentiment parce que là, c'est pratiquement la même chose, mais peut-être dans une autre dimension, c'est vraiment faire la promotion, être l'ambassadeur de la culture. La diaspora, excusez-moi, la diaspora, quand elle est encore plus fière. Oui. Quand on est à l'étranger, on est encore plus fier de représenter nos valeurs et nos cultures. Effectivement. Alors là, je vous propose de regarder quelques images justement de cette association, donc Rassemblement et Partage pour la culture de la Méditerranée. Donc là, nous allons passer au discours donc, du vice-président de l'association, Monsieur Mohamed Banès, et nous continuerons par le discours de Monsieur le maire de jouer les tours. Donc Monsieur Banès Mohamed, allez-y, je vous en prie. Cette pose de première pierre représente évidemment pour notre association PCM le début d'une ère nouvelle que nous attendions avec impatience. Notre association a été créée en 2007 par nos sages afin de nous transmettre leur histoire et qui est pour nous un héritage sacré qui va constituer pour les futures générations de femmes et d'hommes une richesse pour notre région. En effet, ce centre aura pour objectif de diffuser la culture auprès d'un large public, de favoriser l'insertion en ouvrant et en couvrant un maximum de domaines de la vie culturelle. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et on a suivi notre chemin. Et au bout du chemin, il y a cette première pierre. Une première pierre, c'est quand même un moment très symbolique. أنا اليوم راني هنا يعني راني فرحان بزاف. Je suis très heureux de voir de ce chantier qui va démarrer Inch'Allah et ça sera pour nos jeunes Inch'Allah. وهذه خلوها لنا يعني خلوها لنا خوتنا اللي توفوا الله يرحمهم ان شاء الله وخاصة je parle beaucoup de مسيو تيرتي الله يرحمه وكذلك بن بدرة حمو معمر محمد الله يرحمه واخيرا هو الصلاي عفيف الله يرحمه ورحمته الواسعة هو اللي كان يعني بريسي باش يشوف الشانتي ديمارا ولكن ما حضرلوش الله يرحمه برحمته الواسعة وهذه ان شاء الله تبقى ان شاء الله للاجيال والاجيال والاجيال. L'idée, c'est tout simplement de dire aux jeunes générations d'hommes et de femmes, de dire voilà, on a un héritage de nos anciens et maintenant ils nous l'ont transmis, donc c'est une responsabilité. Et le but, c'est vraiment d'aller développer tout ça, de se réunir entre nous, Inch'Allah, et puis de réussir à faire émerger la culture. Alors on disait la culture algérienne, et c'est vrai qu'il y a différentes cultures dans cette grande ville, mais c'est vrai que nous, ça peut servir de vitrine aussi, de mettre en avant la culture aussi algérienne, puisque je rappellerai jamais assez que la région est très riche, et notamment je rappellerai un personnage très important qui est passé par cette région, qui est l'émir Abdelkader, qui est donc à 20 minutes d'ici, dans le château d'Amboise, etc. Donc on s'est dit voilà, toute la culture, puisque nous le souhaitons, Inch'Allah, quand le centre sera, donc le centre culturel sera inauguré, faire une première exposition, et cette première exposition sera sur l'émir Abdelkader. Donc voilà, donc c'est vraiment de dire aux jeunes, voilà, vous avez une histoire, il faut en être fier. Et dans cette même lancée, donc, je vous présente ce beau livre intitulé L'émir Abdelkader, l'épopée de la sagesse, qui a été rehaussé donc par un texte du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a aussi eu beaucoup de belles signatures. Donc c'est un beau livre que vous pourriez offrir si jamais vous êtes
si jamais vous êtes donc de passage sur Alger. Alors, Monsieur Tidjani, je reviens à vous. Alors, généralement, lorsqu'on parle de diaspora et de retour donc de diaspora vers le pays, ce sont généralement des expériences professionnelles auxquelles nous avons l'habitude, enfin, avec lesquelles nous avons l'habitude de voir ou de rencontrer. Mais vous, par contre, c'est un retour qui est ponctué, en fait, compte par beaucoup plus une expérience de vie. Oui, effectivement, même si, bien entendu, il faut gagner sa croûte, et même quand on est en Algérie. Mais ce qui m'a amené à revenir en Algérie, peut-être avec une différence, c'est que je suis né en fait en France. En France, voilà. J'ai vécu une grande partie de ma vie sur Paris, et j'ai fait le trajet inverse. C'est-à-dire que moi, je suis venu étudier ici en Algérie, étudier une matière vraiment qui est aussi un des fleurons de notre patrimoine, que j'appelle la darologie, c'est-à-dire l'écologie algérienne. Et, vous appelez ça comment? La darologie, puisque... Darologie, en fait, dar, c'est ça? Dar, la maison. La maison, logie, voilà. Le discours, la logique. Pour moi, en fait, l'écologie algérienne... Ah, c'est un joli jeu de mots, ça. Voilà, je l'appelle la darologie. Et, ça, c'est un copyright, normalement. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on est un petit peu revenu comme au Moyen-Âge, où la propriété intellectuelle, elle est en train de se perdre. Voilà, il faut laisser les idées et les bons mots se diffuser. C'est ça l'essentiel. L'essentiel. Et donc, j'ai eu un parcours en France. Donc, j'ai fait des études de lettres. Après, j'étais touche à tout, très porté sur la musique, les activités artistiques, mais pas seulement, le spectacle, l'éducation. Et j'ai toujours eu dans un petit coin de ma tête et de mon cœur donc une région en Algérie qui est Garbes Senadja, donc c'est à Ouliat Skikda. Et là-bas, j'ai vraiment passé les plus belles années de ma vie. Bon, elle n'est pas finie, mais j'avoue que j'évoque cette période avec nostalgie. Et c'est là-bas donc que j'ai appris en fait tous les principes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Je les ai appris dans un douar. Oui. Je vous ai d'ailleurs amené un objet, un petit totem en fait. Effectivement. Voilà pour moi qui symbolise bien ce patrimoine. Donc un bout d'écorce de liège et dessus la photo de Cheib El Hadi Latresh. Donc c'était un berger vraiment qui a peut-être pas fait des études d'environnement, sur l'écologie, l'environnement et tout, mais qui m'a appris énormément de choses. Il vous a beaucoup enseigné. Oui, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit en fait quand dans le jargon, c'est peut-être quelqu'un qui a fait l'école de la vie, peut-être pas les grandes écoles, peut-être pas l'école comme on la connaît, mais l'école de vie. Voilà, et je dis pas du tout ça parce que je sais que souvent, voilà, on se dit bon, il nous fait le coup un petit peu du mec né en France qui va faire un petit peu son fétichisme identitaire. Pas du tout. Je veux dire, j'ai étudié très sérieusement l'écologie, et aussi en Algérie et aussi à l'étranger, certes comme autodidacte, mais tous les principes, tous les préceptes qui font l'écologie moderne aujourd'hui, je les ai appris d'abord en suivant cet homme, en le suivant à travers, justement à travers ces moments de pâture et tout. Et c'est vraiment été un maître à penser pour moi. Voilà. Alors, vous êtes beaucoup plus connu par votre site web. Et à travers lequel donc vous militez. Là, on va découvrir quelques photos que vous prenez donc à chaque fois lorsque vous visitez des endroits. Donc là, déjà, nous avons quelques photos. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous le dis peut-être maintenant, c'est que lorsque j'ai reçu vos photos et je les ai vues, j'ai senti en fait que vous vouliez chercher ou peut-être mettre en valeur non pas l'environnement seul, mais peut-être le rôle de l'autochtone dans tout cet environnement et peut-être cette relation entre les deux. Mais qu'est-ce que l'environnement si ce n'est pas tout ce qui nous entoure, nous influence et que nous influençons? L'écologie... Parce qu'au fait, regardez dans les photos, excusez-moi, on voit qu'il y a beaucoup de gros plans et on voit qu'il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de scènes de vie qui sont mises en valeur. Bon, c'est aussi beaucoup parce que j'ai trouvé j'ai été un peu comme vous, un grand bled trotteur. J'ai voyagé beaucoup à travers le pays parce qu'on ne peut pas parler d'un environnement algérien. Il y a vraiment beaucoup d'écosystèmes, voilà, et autant de cultures. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup choqué, contrairement à Cheib El Hadi, qui était les gens de sa génération, c'était des gens du détail. Ils partaient du local et ils arrivaient à comprendre le global. Plein de fois, il m'a expliqué des choses, il m'a vraiment, par des raisonnements presque, on va dire, platoniques, par des raisonnements, il arrivait à me décrire le monde qui était bien au-delà de nos frontières, en observant quelque chose qui se passait autour de lui.
Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de les gens de la génération aujourd'hui ont un rapport totalement différent à la réalité. Ils voient tout en grand, et pour eux, en fait, ce qui est un détail est l'essentiel, et l'essentiel devient un détail. Donc c'est un petit peu... Un paradoxe, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire en disant l'écologie, c'est pas seulement les énergies renouvelables, c'est pas seulement la gestion des déchets, ça d'ailleurs j'appelle ça l'éboologie. Excusez-moi, j'ai fait des études de lettres, donc forcément... Voilà, c'est pas l'escrologie aussi, c'est pas tout ce qui se passe autour. L'écologie, c'est la science de l'habitat et des interactions qui s'y font. Donc c'est une sociologie. Et je pense que j'ai fait énormément de conférences à travers le pays, j'ai publié des centaines d'articles, j'ai participé à vraiment plein d'événements, mais je me rends compte que le travail que je fais et qui a le plus d'impact, c'est ces petites graines que je sème sur Facebook, toutes ces photos de la plus de quarantaine de wilayas que j'ai visitées. Voilà, et je trouve que l'écologie, c'est ça en fait. Et justement, vous étiez en train de parler des conférences et de tous les événements que vous faites. Et là, dernièrement, vous avez participé à un événement très très important et très intéressant qui s'est déroulé ici même à Alger, à l'Opéra d'Alger. Il s'agit du Wikistage. Oui, tout à fait. Donc, ils sont à leur 5e édition et c'est donc l'un des événements les plus importants au monde parce qu'il a pu drainer plus de 1400 personnes et vous avez pris part justement à cet événement. Je vous propose de regarder ces témoignages de cet événement et on se retrouve juste après. Wikistage, c'est un projet collaboratif. Il a été créé par l'ESCP Europe et dont nous avons une licence. Alors, il s'agit d'un ensemble de talks appelé Wikitalk qui dure à peu près une dizaine de minutes sous une thématique bien précise. Cette année, c'est Act to Impact. Cette édition est notre 5e édition. La première édition, c'était une édition que nous avons faite dans notre école. C'était en interne. Après notre deuxième édition, You are What do you stand for? Non, You are Wonder. What do you stand for? Et Embrace the Future. Donc, cette édition a été choisie par rapport aux 3 éditions précédentes. On a essayé d'avoir une certaine complémentarité. Genre, chaque édition, un participant apprend une chose. Et cette édition-là, c'est plus d'apprendre à nos participants et de leur impacter sur la responsabilité, qu'elle soit individuelle ou bien sociétale. Savoir que l'équipe organisatrice est divisée en petites équipes. Donc on a l'équipe speaker qui contacte les speakers, on a l'équipe com qui s'occupe des pages Facebook, Instagram, LinkedIn et tous les plans com de notre événement et qui essaye de médiatiser au maximum à travers aussi des passages télé, des passages radio pour attirer un maximum de participants dans le cadre de Wikistage Algiers. Voilà, donc c'était quelques témoignages de l'événement de Wikistage. Alors on revient à vous, Monsieur Bacha, pardon. Parlez-nous un petit peu de vos projets, des contraintes en fait liées par rapport au projet, par rapport à la diaspora. Donc qu'est-ce qu'elle peut rencontrer la diaspora comme contrainte, comme obstacle pour justement s'intégrer dans divers environnements. Le patrimoine, pourquoi pas, pour votre part? Les difficultés, elles sont multiples, je dirais. Elles sont liées en premier lieu à l'éloignement, à la difficulté, comme disait notre ami, il faut manger, il faut vivre de ce qu'on... Il faut gagner sa croûte. Et de ce fait-là, le rythme de vie est beaucoup plus accéléré là-bas. Et ce qui fait qu'on est obligé de prendre de notre temps de repos pour reconstruire tout un environnement qui nous permettra par la suite de mieux se retrouver avec les gens. Parce que tout le monde veut participer. Et chacun a ses problèmes quotidiens et il faut trouver un catalyseur, et trouver le moment pour justement permettre à ces gens d'apporter leur contribution. Il suffit de se retrouver effectivement dans n'importe quel événement
Et ça parle de ce qu'on pourrait faire. Moi, j'ai plein d'amis algériens. Dès qu'on se retrouve, c'est des projets à faire en Algérie, des projets à faire en France pour parler de l'Algérie. Ça tourne toujours autour de... Il y a un attachement terrible. Il y a un attachement terrible à notre pays, à notre culture. Donc toujours cet attachement. Alors justement, vous, comment vous vivez cette expérience? Quelles sont vos démarches justement pour faire la promotion de la culture algérienne, de l'identité algérienne à travers vos travaux? Des expositions, qui peuvent se programmer dans la semaine, parce que des fois il suffit qu'il y ait un élément déclencheur, rencontrer une personne, j'ai un événement la semaine prochaine, ou alors qui peuvent se programmer sur plusieurs mois. Mais toujours est-il que c'est à travers des expositions. Mais sinon, vous participez aussi à de grands événements, de grandes foires aussi. Vous pouvez nous en parler? Oui, on a participé à de grandes expositions. On a participé à Paris au Carrousel du Louvre. On a participé en Iran. On a participé aux Émirats, en Espagne. Et à chaque occasion aussi. À l'UNESCO, oui, on a obtenu le prix international de l'UNESCO. Donc toutes ces occasions-là, c'est pour parler en fait de notre travail, mais surtout de notre patrimoine, de ce qu'on peut trouver à notre niveau, de ce qu'on peut trouver en Algérie, de ce que tout ce que l'Algérie possède comme richesse. Et c'est des petites rencontres qui font émerger après de grands débats avec des personnes qui viennent d'Amérique du Sud et qui nous disent nous on a le même type de décor, on a le même type de couleurs qu'on utilise. En fait, ça leur parle, ce sont des produits qui leur parlent bien, ils se retrouvent dans quelques détails. Oui, et à partir de là, nous, on peut développer, par exemple, une gamme qui va plus les approcher, les accrocher, mais toujours avec notre touche algérienne. Et ce qui fait que chaque occasion, c'est pour mieux... c'est pour avancer. C'est pour avancer dans notre approche culturelle. Alors, Monsieur Lounès, vous aussi, vous êtes toujours dans les allers-retours. Donc, vous êtes ici, vous êtes à Paris, vous créez un petit peu ces passerelles entre les deux rives. Alors, parlez-nous de votre expérience, justement, de ces allers-retours, de ce transfert de technologie, de cet échange. Aujourd'hui, je suis plus à Alger qu'à Paris. On fait un voyage par mois, justement, pour nous inspirer, pas qu'en France, parce que la technologie n'est pas forcément, elle n'est pas forcément très développée en France. Donc aujourd'hui, les technologies naissent un peu partout dans le monde. C'est plus dans notre domaine, en tout cas, c'est plus les anglo-saxons qui sont leaders dans ces marchés-là. Mais tous ces voyages, toute cette participation aux événements nous permet de nous mettre à jour. C'est vrai qu'il y a le web qui nous permet d'être en contact, de mettre à jour nos compétences, mais le contact physique avec les personnes qui font le digital de demain nous permettent de nous inspirer et d'adapter, parce qu'on ne peut jamais imposer une technologie ou l'implémenter vraiment comme elle est, mais il faut vraiment la contextualiser au marché local. Aujourd'hui, par exemple, vous avez tous certainement utilisé les Uber algériens, donc les Temtem Yassir, Koursa, Ossani, etc. Donc ce sont des jeunes qui ont cru en ce nouveau mode de transport qui facilite vraiment la vie des citoyens, des Algériens, en prenant en considération les contraintes. Vous pouvez se dire, ma cash e-payment, Uber, ça fonctionne par carte bancaire. Ma cash e-payment, je ne fais pas d'application qu'on appelle VTC au transport. Donc, ils se sont adaptés, ils ont trouvé, contourné toutes ces difficultés, toutes ces contraintes pour lancer des applications qui aujourd'hui permettent de transporter des centaines de milliers d'Algériens par mois. Personnellement, j'utilise très rarement mon véhicule personnel pour me déplacer à Alger. Parce qu'il y a des problèmes de parking, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est un tout. Des choses qui peuvent marcher, mais il faut toujours les imaginer dans un contexte. Et l'Algérie est un pays qui est quand même très très grand, donc 42 millions de citoyens, 48 wilayas, un territoire assez vaste
ce qui donne vraiment des idées aux jeunes pour créer des applications, créer des projets qui, justement, in fine, permettent de faciliter la vie aux citoyens. Effectivement. Alors, Madame Nateya, vous êtes, comme vous nous disiez, dans le domaine du bâtiment, donc à travers votre institut, à travers votre école. Alors, en fait, j'ai envie de dire, c'est un problème à l'échelle mondiale, hein, le problème du logement. Donc, c'est un problème duquel on parle un petit peu partout dans le monde. Alors, à travers votre expérience, à travers vos études, à travers votre entreprise, votre institut, quel est l'apport que vous pourriez avoir justement pour faire face à cette crise ? Alors oui, la crise, elle est mondiale et elle est cyclique même du bâtiment. Oui. On ne parle pas que de logement, on parle aussi de tout ce qui est équipement, écoles, hôpitaux, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est en train de perdre de la vitesse malheureusement en Algérie par rapport aux pays occidentaux parce que le secteur du bâtiment est en perpétuelle mutation. Donc que ce soit pour du développement durable, performance énergétique, tout ce qui est numérique. Prise en charge de l'écologie. Voilà, aussi. Exactement. Tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, on parle de BIM, c'est-à-dire qu'on gère en fait les études et le suivi de la construction sur un avatar du bâtiment avant de sa construction. Donc tout ça, c'est des choses qu'on essaye d'apporter, qui sont nouvelles. Et pour parler des allers-retours, donc au début, c'était m'inspirer et puis apprendre en France les bonnes pratiques. Et puis en arrivant ici, en travaillant sur des projets algériens, c'était justement de faire l'analyse de ce qui pouvait être apporté à court terme en Algérie comme bonne pratique, à moyen terme et voire à long terme, parce que effectivement l'environnement algérien n'est pas l'environnement français et la réglementation aussi, même si elle est similaire, mais il y a des fausses similitudes auxquelles il faut faire très très attention, sinon ça peut planter un projet justement. Ensuite, maintenant, je suis plus établie en Algérie et je ramène des formateurs étrangers sur des thèmes qu'on choisit et qu'on discute à l'avance, et je communique énormément avec les formateurs avant qu'ils viennent pour justement les mettre dans un environnement algérien, qui ne viennent pas justement avec un modèle français et juste essayer d'en parler et qui est une rupture entre les deux, entre les apprenants et le formateur. Donc c'est des choses auxquelles on fait très très attention. Et le monde du bâtiment aujourd'hui, c'est une vraie chance pour les jeunes générations, notamment les architectes, les ingénieurs, parce que le numérique est rentré dedans. Les anciennes générations aujourd'hui ont une résistance au changement, et c'est ce que je dis aux jeunes quand je vais dans des écoles et des universités: saisissez votre chance, c'est maintenant. Si vous apprenez justement l'outil informatique plus rapidement, après c'est vraiment un mariage entre l'ancienne génération qui a les bonnes pratiques, qui est plus proche du terrain, avec les jeunes qui ont peut-être moins d'expérience, mais plus de connaissances informatiques. Et c'est vraiment les deux, et numérique. Et c'est vraiment ce mariage des deux qui va faire quelque chose. Donc c'est ce que j'essaye au fait d'apporter dans le domaine, au domaine du bâtiment en Algérie. Alors vous avez évoqué un point très intéressant et très important, c'est un petit peu ce choc culturel, cette rupture culturelle qui risque de se passer si on ne met pas donc les formateurs étrangers à la page et dans le moule en fait compte de la culture algérienne. Alors est-ce que vous pensez à des projets pour former des formateurs algériens qui eux-mêmes probablement à la suite vont prendre le relais pour former d'autres jeunes algériens? Alors ça c'est affiché tout de suite. Dès que je prends contact avec un formateur étranger, je lui explique la démarche. C'est-à-dire qu'il vient, je mets 1 ou 2 formateurs algériens dans le groupe pour qu'il puisse justement y avoir un transfert de compétences. Ils sont très très généreux et très ouverts sur la démarche. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problème. Il faut juste le dire dès le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait appel à des étrangers, et souvent d'ailleurs, c'est des Algériens. Pour l'instant, ce n'est que des Algériens résidant à l'étranger. Donc je trouve ça magnifique parce qu'ils sont vraiment investis et ils viennent avec une telle générosité. Ils nous donnent beaucoup plus que des formateurs, en fait, et beaucoup plus qu'ils donnent quand ils organisent des sessions en France. Donc ils viennent avec leur disque dur en disant voilà, est-ce que vous avez un ordinateur où je peux mettre tout ça? Et c'est vraiment, ils s'inscrivent dans une démarche qu'on annonce dès le début, qui est un transfert de compétences. Donc oui, il y a ce transfert-là et le projet est construit sur ce transfert. Alors justement, en parlant d'écologie, de matériaux de construction, vous-même, Monsieur Bacha, vous avez eu une petite expérience dans ce sens? Oui, justement, on a eu une expérience à Taman Rasset. Justement, je voulais rebondir effectivement sur ce qu'elle disait, l'importance de prendre en considération l'environnement dans lequel on va construire. Parce que construire à Sétif, construire à Annaba ou construire à Janet, Timimoun, à Taman Rasset, ça n'a pas le même sens. Les besoins, il faut connaître les besoins réels des populations. Comment les familles sont structurées, comment ils vivent, comment ils mangent.
Et c'est à partir de là qu'on va développer une architecture adaptée. Et déjà sur le plan installation de l'appartement, de la maison. Et après, pour ce qui concerne l'environnement, l'écologie, il y a des systèmes constructifs qui permettent justement d'apporter des solutions. Il y a la BTS ou la BTC, c'est des briques qui sont fabriquées localement avec juste une presse et en utilisant des argiles et du sable. Et ça sèche au soleil. Et c'est des briques qui permettent de construire de belles maisons sur le plan esthétique et des maisons écologiques, on appelle ça des passive house. C'est des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage en hiver ni de climatiseur en été. Et ça, c'est vraiment, pour moi, hein, je considère que c'est la solution pour toute la zone du sud, parce que c'est une zone en général non sismique. Et toute la problématique de la construction en terre repose sur ça. Construire en zone non sismique avec ce type de... Et après, on peut faire de très jolies choses. Et là, on pourrait faire intervenir des designers, des décorateurs d'intérieur, utiliser des couleurs, utiliser des motifs qui nous ressemblent. Et voilà, c'est ça la richesse qu'on peut apporter, et notre touche qu'on peut apporter dans ces zones-là. Voilà, alors justement, toujours dans cette même lancée, Monsieur Lounès, alors Madame justement parlait d'introduire la technologie et passer donc au changement en fait compte. Et vous parliez tout à l'heure justement de cette transformation. Et de cette transformation digitale en fait compte des entreprises. Donc en fait compte, même dans le bâtiment, il faut penser vraiment à intégrer et adopter tout ce qui est système technologique pour aller plus efficacement. Exactement, mais quand on parle de transformation digitale, donc elle repose sur plusieurs piliers. Le plus important, c'est l'humain. Donc si on est dans des organisations où le manager principal, le dirigeant, le fondateur n'est pas dans cette démarche, parce que la démarche de transformation digitale, c'est une démarche de transformation tout court. C'est ce qu'on appelle le change management, c'est de passer d'une manière de manager une entreprise à une autre en utilisant le canal technologique. Donc aujourd'hui, les entreprises, et beaucoup d'entreprises algériennes, privées et publiques, sont dans cette démarche-là. Donc quand on parle de management horizontal, aujourd'hui, la technologie permet de le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, même si le dirigeant n'est pas là, même si le chef de service n'est pas là, même si le directeur n'est pas là, l'entreprise fonctionne, le service fonctionne parce qu'il y a une traçabilité, il y a des outils qui permettent d'optimiser les processus de production. Donc aujourd'hui, le changement, la transformation, c'est d'abord les hommes, en utilisant à bon escient les technologies. Et dans cette même lancée, l'ambassade d'Algérie en France accompagne également cette culture de l'innovation et de la création par le lancement en octobre dernier du Cercle Saint-Augustin, qui est donc une plateforme numérique dédiée à la diaspora pour favoriser cet échange et cette créativité, cette innovation. Alors, Madame, Monsieur, que pensez-vous justement de cette initiative? Madame? Ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport aux associations, c'est-à-dire que tout apport, qu'il soit interne ou externe, est le bienvenu. Maintenant, il faut voir le cadre dans lequel il est réalisé. Malheureusement, il y a beaucoup d'apports qui restent inaboutis et on ne voit pas de résultats. On le disait tout à l'heure, ça peut être des événements, ça peut être des financements qui sont arrêtés. Malheureusement, on en a connu quand même quelques-uns en Algérie. Nos voisins, le Maroc et la Tunisie, arrivent à encadrer ce genre d'initiative de manière plus efficace que nous, malheureusement. Donc je pense qu'on a quand même quelques efforts alors justement, on est en train de regarder quelques images de la basilique Saint-Augustin, donc qui porte le nom de ce cercle-là. Monsieur Bacha, peut-être un avis par rapport à ce cercle? C'est un apport qui peut être... D'autant plus qu'il est destiné à la diaspora. Et oui, pour nous, tout ce qui peut nous être apporté de cette manière, c'est positif. Après, il faut voir par qui c'est encadré, quels sont les objectifs à court et surtout à long terme. Parce que sur le début est toujours, il y a un engouement, il y a une certaine dynamique qui se met en place, mais après il y a un essoufflement. Et c'est cet essoufflement qu'on veut éviter à travers des petites opérations, mais effectives.
des petites opérations. Parce que maintenant, on parlait de ça tout à l'heure, il y a des choses qui sont réalisées, on fait appel aux réseaux sociaux, mais sur le terrain, on ne voit pas. Oui. On ne voit pas. Sur les réseaux sociaux, il y a des photos, il y a des images qui sont diffusées, mais réellement, sur le terrain, il y a des choses qui manquent. Il faut savoir aussi aller les chercher. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Mais par exemple, en ce qui concerne l'environnement, l'écologie, je sais que le premier travail que j'ai fait, c'est d'aller chercher les initiatives, parce que souvent les gens qui agissent, ce ne sont pas ceux qui essayent de se mettre sur le devant de la scène. Et il y a quand même beaucoup de gens qui font plus que ce qu'on ne pense. Et même en général, quand je regarde sur les réseaux sociaux, plus je vois de photos, d'événements, et plus j'arrive à savoir, je me dis, bon, cette personne, elle a passé peut-être plus de temps à faire des photos qu'à être vraiment active. Alors on reste juste sur ce cercle-là. Alors vous, qui avez passé beaucoup de temps donc, en France, vous êtes né là-bas, et donc on revient un petit peu à ce cercle donc, de Saint-Augustin qui est la plateforme numérique. Alors vous, donc, autant qu'une personne qui a vécu en France, qui est revenue ici, qu'est-ce que cela pourrait apporter pour la diaspora? D'autant plus que c'est une plateforme qui est destinée à l'échange dans l'innovation, dans la création et dans les nouvelles idées. Écoutez, je pense que c'est forcément quelque chose de bien sur le principe. Après, ce qui nous manque, moi, je vais prendre le cas donc, des gens qui sont plutôt nés en France et qui reviennent ici en Algérie. C'est la rencontre sur le terrain, déjà, et aussi une formation. Parce que je pense que, bon, par exemple, vous connaissez l'environnement algérien, vous arrivez en France, je pense que vous avez dû vous adapter. Et souvent, mes pairs, mes compatriotes, ils oublient de faire ce cheminement. Ils vont vraiment tout réapprendre. Donc maintenant, il faudra voir quels vont être les contenus de ce site. Et j'aimerais aussi finir sur une chose, c'est que j'aimerais bien qu'on parle un peu plus aussi de la dimension africaine de l'Algérie. Alors on pourra répondre peut-être, peut-être pas moi, peut-être pas l'émission. Voilà, les Mirables d'El-Kader, Saint-Augustin et tout. Voilà. J'aimerais vraiment, parce que je pense que vous pourrez aller au sud. Alors justement, toutes ces questions pourront être posées aux initiateurs de cette initiative elle-même, qui est donc le cercle de la plateforme numérique Saint-Augustin. Et justement, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations par rapport à cela et donc comment intégrer le cercle, il y a une adresse justement qui est en train de s'afficher en bas de votre écran. Vous pouvez donc carrément vous rapprocher de cette adresse pour avoir donc plus d'informations par rapport à cette nouvelle initiative donc qui a été initiée par malgré tout. Exactement, donc qui a été initiée par l'ambassade de l'Algérie en France, donc au profit de la diaspora. Toujours dans le même sillage, justement, le ministre des Affaires religieuses a évoqué dernièrement le tourisme culturel, le tourisme cultuel justement, pour sensibiliser un petit peu à la visite de la basilique de Saint-Augustin. Et ça a été fait dans une optique en fait pour favoriser la tolérance, pour favoriser le dialogue interculturel. Que pensez-vous? Et le vivre ensemble surtout. C'est une très bonne chose parce que justement cette tolérance, malheureusement peut-être que l'actualité des décennies précédentes nous l'ont fait oublier, mais s'il y a bien quelque chose qui nous démarque, c'est la tolérance. On a oublié vraiment que, et ne serait-ce que parce que quand vous vivez en Algérie, quand vous vivez ce territoire, il y a tellement, c'est une mosaïque de cultures qu'on ne peut pas... elle s'est vraiment construite justement, cette écologie, autour de l'acceptation et du partage avec l'autre. Donc moi je trouve que c'est vraiment, on doit axer là-dessus. Parce que aujourd'hui, souvent, à l'étranger, l'Algérien, on oublie que c'est justement quelqu'un de tolérant et que c'est une culture éminemment universelle. Effectivement, donc il y a déjà la tolérance, le vivre ensemble, puis c'est un bijou architectural sur le plan déjà architecture à découvrir. Que pensez-vous, Monsieur Bacha? On parlait de la dimension humaine, la dimension humaine tout d'abord, et après, effectivement, la tolérance, on ne devrait même pas en parler, parce que ça devrait être naturel. Le fait d'en parler, c'est qu'il y a un souci à la base. Donc le fait moi je pense que ça devrait être un sujet
qui devra disparaître de notre langage, la tolérance. Et revenir au quotidien, voilà, revenir au naturel, au quotidien. Quelque chose, la normalisation, il faut que ça soit normal de rencontrer des gens qui pensent différemment, qui vivent les choses différemment, mais ça reste des Algériens, ça reste des gens qui sont attachés à leur pays, et on a une histoire, très ancienne. Donc c'est cette histoire-là qu'il faut se mettre dans la tête. Aujourd'hui, on est en 2018, mais il y a eu un cheminement pour arriver à l'Algérie d'aujourd'hui. En fait, l'histoire de l'Algérie elle-même, c'est une mosaïque du moment qu'elle a connu le passage et le brassage de plusieurs civilisations. Donc c'est ce qui fait en fait compte toute cette diversité. Monsieur Mounès, que pensez-vous donc de cette initiative? Justement, c'est une excellente initiative. Il faut savoir que l'Algérie aujourd'hui ne peut pas être compétitive dans une région où le tourisme de masse est plus ou moins la règle. L'Algérie peut justement, en parlant d'écotourisme, en parlant d'écologie, etc., l'Algérie peut profiter de cette niche qui quand même est très demandée. Donc on est justement 48 wilayas. Sur les 48 wilayas, on a vraiment des bijoux en termes d'architecture, mais aussi en termes d'histoire. On parlait de Saint-Augustin, on parle aussi de toutes les ruines dont l'Algérie jouit. Donc tout ça fait qu'on a aujourd'hui notre place en Méditerranée pour offrir une prestation haut de gamme d'écotourisme. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut... Alors, Madame Benartia, vous avez eu les deux expériences, donc en Algérie, à l'étranger. Vous êtes, j'imagine, très sensible à cette question de tolérance du vivre ensemble. Que pensez-vous encore une fois de cette initiative? Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans la mentalité algérienne. Je pense qu'accepter l'autre et pouvoir vivre avec les autres, c'est d'abord s'accepter soi-même. Donc je pense qu'il y a déjà un souci à la base où on est dans une recherche identitaire. Aujourd'hui, on est entre une recherche identitaire locale et en même temps s'intégrer dans un monde où il n'y a pas de frontières, c'est la mondialisation, c'est la digitalisation, on est connecté en temps réel avec le monde entier, on a toutes ces possibilités-là. Donc c'est trouver cette place de pouvoir s'ouvrir, et je pense qu'on a un travail à faire au niveau des programmes scolaires déjà au primaire pour commencer à inculquer cette notion au sein dans tous les esprits algériens et surtout les jeunes. Effectivement. Alors justement, dans notre rubrique Nosta Diaspo, cette fois-ci, on rend hommage à l'équipe du FLN, donc l'équipe du FLN qui, pas beaucoup d'entre eux ont quitté même la Coupe du Monde pour rejoindre le Front de Libération Nationale en 1958, et on rend hommage ce soir à travers notre émission à toute cette équipe, notamment Zitouni, Mkhloufi, Maouch et puis tous les autres membres de cette équipe qui ont fait de ce sport, qui ont fait de ce ballon une très très belle histoire qui se raconte jusqu'à nos jours. Donc je vous propose de regarder cet extrait, on se retrouve juste après. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر Voilà, donc de retour. Alors, ça vous a fait quand même un petit quelque chose, Monsieur Tidjani, lorsque vous avez vu ces images? Ça me rappelle un très très bon souvenir parce que j'ai eu l'immense honneur de passer plusieurs journées chez le grand Saïd Amara, un homme formidable. Il m'a beaucoup appris sur l'Algérie et c'est vraiment quelqu'un qui a nourri aussi mon patriotisme. Et donc je lui passe le bonjour à lui ainsi qu'à toute sa famille. Vraiment. Voilà, alors nous arrivons au terme de notre émission. Un dernier mot pour vous, Monsieur Bacha?
Je vous remercie déjà pour cette émission, pour cette invitation. Et nous, on est très contents d'apporter à chaque fois cette contribution à tout ce qui peut être positif pour notre pays. Et bonne chance aux nouvelles générations parce qu'elles en ont besoin. Madame Anatia, à vous. Moi, je voudrais finir sur un dernier mot qui est d'actualité pour l'émission, qui est la diaspora, justement, oui. Et d'inciter on va dire, cette tranche de se serrer les coudes, parce que effectivement, il y a beaucoup de plateformes, d'associations qui sont mises en place et créées pour faciliter la vie de la diaspora et la mise en relation. Mais dans le travail sur le terrain, on a l'impression que chacun ait un peu fait sa propre route et qu'il n'y a pas forcément de solidarité entre les personnes. Donc nous, on invite à l'école toute personne qui souhaiterait justement s'investir dans le domaine que nous maîtrisons à venir et pouvoir participer à notre projet aussi. Monsieur Lounès ? Moi, je salue l'initiative du cercle Saint-Augustin, dans le sens où il y a énormément d'initiatives qui sont relayées sur les réseaux sociaux, etc. Le canaliser dans une même plateforme, je pense que c'est une excellente idée pour répertorier toutes les bonnes initiatives. Monsieur Tidjani ? Solidarité, vraiment, je pense que c'est important. Et puis aussi, j'en suis convaincu, humilité. Voilà. Alors voilà, je rappelle juste le beau livre qui a été donc édité, intitulé l'émir Abdelkader, l'épopée de la sagesse, qui a été rehaussé donc par le texte du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Et puis il y a eu beaucoup de très très belles signatures dans ce livre, à savoir Idriss Jazairi, Boualem Bessayeh, Henri Tessier. Donc si vous êtes de passage sur Alger, c'est un livre donc qui sera à votre disposition. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je rappelle encore une fois, si vous voulez revoir cette émission, vous pourriez la retrouver sur notre page Facebook Diasporama, sur notre chaîne YouTube Canal Algérie. Aussi, je rappelle que nous sommes toujours en attente de vos vidéos afin qu'on puisse les partager à travers notre rubrique Diaspo Cher. D'ici là, je vous dis portez-vous très bien et je vous retrouverai avec un très grand plaisir dans 15 jours. Bonne soirée à tous.